Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Edwige a 39 ans, elle est infirmière psy et sexothérapeute. Elle fait de la création de contenu autour de l'éducation à la santé sexuelle. Elle n'avait pas du tout prévu de devenir l'une des sexothérapeutes les plus connues des réseaux sociaux. Son premier poste a été dans un service de pédopsychiatrie avec des troubles assez sévères. Elle se rend compte que la question de la sexualité revient souvent à l'adolescence. Edwige se retrouve confrontée à beaucoup de questions et peu de ses collègues sont à l'aise pour répondre à ses jeunes patients. Elle ne comprend pas et décide de s'y coller. Mis à part ses connaissances personnelles sur ce sujet, elle décide de se former pour apporter des réponses plus expertes. De fil en aiguille, ça devient sa spécialité. Edwige n'a pas eu une enfance facile, une mère peu présente, un père absent et un beau-père maltraitant, à tel point que son beau-père sera condamné pour tentative de meurtre sur Edwige. Mais elle a décidé d'être une victime joyeuse, bien qu'elle ait dû apprendre à vivre avec un état anxieux assez sévère. En 2020, le Covid arrive, c'en est trop pour Edwige, son anxiété s'empare d'elle. Elle vit très mal ses journées en tant qu'infirmière, elle quitte son service et elle décide de se concentrer sur son compte Instagram. Son objectif, éduquer à la santé sexuelle. Et finalement, ce compte Instagram viendra impacter la vie d'Edwige sur 2 points. Ça va la sortir de la détresse psychologique dans laquelle elle se trouvait à cette époque et ça va devenir tout simplement son job à plein temps. Et durant la deuxième partie de cet échange avec Edwige, on parlera tout simplement de cul. Alors ouvre grand tes écoutilles car tu risques d'apprendre 2-3 trucs. Bonne écoute à toi. Salut Edwige. Salut Sandra. Comment vas-tu ? Écoute, très bien. Je suis ravie de passer ce moment avec toi. Eh bien, moi de même. Donc, il faut savoir qu'Edwige a dû passer de sa cuisine à sa chambre et presque sa salle de bain pour qu'on puisse avoir un audio convenable, un son convenable. Voilà, mais il y a souvent des petites péripéties comme ça quand on enregistre à distance. Edwige, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots ? Oui, je m'appelle Edwige, j'ai 39 ans et je suis infirmière créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je fais de l'éducation à la santé sexuelle. Donc tu es sexothérapeute aussi ? Oui. Je suis, en gros, je suis infirmière psycho et sexothérapeute. D'accord. Voilà le nom un peu long, mais de mes différents diplômes, quoi. Très clair. Est-ce que tu peux justement nous raconter un peu, Edwige, ce qu'on aime bien dans les locomotives, et je le dis tout le temps, je vais arrêter de dire cette phrase parce que je dis toujours la même chose, c'est vraiment de revenir, si tu veux, en arrière dans la vie de notre invitée pour comprendre, parce que ce qu'on veut, c'est comprendre. Mais oui. Comment est-ce qu'elle a fait pour en arriver là ? Mais comment a fait Edwige ? Du coup, voilà, comprendre un petit peu ce qui s'est passé, quelle est ton histoire, quel est ton parcours ? Eh bien, c'était un non-projet d'atterrir sur les réseaux, parce qu'on m'aurait dit ça il y a 3 ans, 3 ans et demi maintenant. J'aurais pas cru du tout. Moi, j'ai fait en fait une partie de ma carrière dans la fonction publique hospitalière, donc j'ai passé mon diplôme d'infirmière d'État. J'avais tout de suite, je savais avant de faire l'école d'infirmière que je voulais me spécialiser en psychiatrie. C'était ce pourquoi je faisais ces années d'études supplémentaires, parce qu'avant j'avais fait un master pour être prof. Tu vois, j'ai un peu testé plein de choses différentes, mais voilà, j'ai eu un coup de cœur en fait pour un enfant autiste pour payer mes études, j'étais animatrice pour enfants. Et du coup, je me disais, je veux absolument travailler avec un public comme celui-ci. Et donc voilà, déjà, en ayant réfléchi, c'était infirmière qui s'y prêtait le mieux. Donc moi, j'avais tout de suite décidé que je ferais ma carrière en psychiatrie. Et c'est ce qui s'est passé. Mon premier poste, en fait, je suis bretonne, moi. Et pour avoir la chance d'avoir un poste tout de suite qui m'intéressait, parce qu'en Bretagne, il y a
tellement d'infirmiers. C'est la seule région, je pense, où on est saturé en infirmiers. Ah, je savais pas. Ouais, du coup, on n'a pas le choix des postes, en fait. On postule pour avoir le droit d'être infirmière à Rennes, mais on ne choisit pas le service. Et du coup, moi, je m'étais dit, oh là, j'ai repris des années d'études pour vraiment cette spécialité. J'ai envie de choisir. Donc, il fallait que je parte à Paris pour ça. Et mon premier poste a été au service de l'enfant et de l'adolescent du professeur Cohen à la Pitié-Salpêtrière. Et donc, c'est un service de pédopsychiatrie. D'enfants, d'enfants avec des troubles assez sévères. Et donc, j'ai passé que 6 mois avec les tout petits parce que je trouvais ça très, très lourd. En tout cas, ça me faisait, vivre des moments un peu compliqués. Et puis, donc, du coup, je suis passée chez les ados. Ouais, c'est vrai qu'il faut être bien accroché. Ouais, il faut être solide, carrément. Ces petits bouts de cul là qui sont vraiment en manque, en grosse carence affective. Et puis bon, moi c'est pas un secret, j'en ai déjà parlé. Moi j'ai un parcours familial atypique avec des placements à l'aide sociale à l'enfance, etc. Donc voilà, ça résonnait trop en moi, donc j'ai demandé à aller chez les ados. Et puis chez les ados, donc c'était quand même des ados très malades et ça reste un service difficile, mais voilà, ça me correspondait beaucoup plus et je me suis vite rendu compte que évidemment que la question de la sexualité revenait souvent parce que en plus des troubles psy qui parfois peuvent certains symptômes sont des retentissements dans la sexualité, mais en plus de ça, il y avait la crise adolescence, les hormones, tout ça, et tout ça faisait que les ados avaient beaucoup de questions sur ces thématiques. Et là, je me suis rendu compte que ça bottait en touche, un peu partout, peu importe, le collègue aide-soignant, au médecin, psychiatre, au psychologue, c'était vraiment un sujet tabou et personne ne voulait s'y coller. Et moi, je trouvais ça déjà bizarre, parce que moi, c'était un sujet assez facile d'abord pour moi. Et puis, je me disais surtout, notre métier, c'est quand même l'équilibre psychique de nos patients, et ça passe aussi par la santé sexuelle. Enfin, c'est un tout. Bien sûr. Mais voilà, je me disais, je comprenais pas. Donc du coup, moi, comme c'était un sujet qui pouvait m'intéresser, parce que je trouvais que c'était aussi passionnant qu'un autre finalement dans notre spécialité, je me suis dit, allez, c'est moi qui m'y colle. Je vais répondre, trouver des outils en fait, parce que on avait des ados vraiment pour si tu les profils. Ça pouvait être des ados qui avaient mis en échec le système éducatif avec des profils plutôt borderline. Mais on avait aussi des enfants schizophrènes sévères très précoces, autistes, non-verbaux. Enfin, voilà, on avait vraiment un tas de profils complètement éclectiques. Et donc, du coup, il fallait s'adapter à la pathologie, mais il fallait aussi s'adapter au niveau de développement mental. Il y avait des enfants qui avaient 15 ans, mais qui avaient un âge développemental de 6 ans. Donc, mais néanmoins, la puberté, tout ça, quoi. Donc voilà, j'ai essayé de me débrouiller avec je dis 3 francs 6 sous, mais parce que dans la fonction publique, on n'a pas beaucoup de budget. D'ailleurs, on m'en a pas alloué pour ça. Donc, il fallait que je me débrouille. Et j'avais la chance d'avoir un centre de planning familial dans la Pitié-Salpêtrière. Donc, ça a été chouette de pouvoir travailler avec justement les gens du planning et puis aussi bien évidemment le gynéco pour trouver des façons d'aborder des thématiques adaptées, etc. Mais ça restait un peu de la bidouille, mais en tout cas... J'allais justement te poser une question par rapport à ça. Est-ce que toi, tu avais déjà des connaissances poussées sur la thématique donc de la sexualité, ou est-ce que au début, tu donnais des informations que tu avais et tu as dû du coup te apprendre, te former, etc. J'avais rien du tout. Ah oui, voilà, ok. J'avais rien de plus que n'importe qui, sachant que dans la formation infirmière, j'ai même pas souvenir d'un seul cours sur le sujet. Ah ouais. Donc du coup, j'ai forcément eu quelques cours où on a dû aborder les infections sexuellement transmissibles, mais à peu près tout, quoi. Donc du coup, je me suis débrouillée avec des bouquins.
avec aussi tout que pouvait mettre à ma disposition le planning familial, parce qu'ils ont quand même des fascicules, ils ont des brochures, des choses un peu chouettes, pas forcément adaptées à tous les profils. Et c'est vrai que mes patients étaient quand même assez singuliers, donc il fallait s'adapter. Mais au moins, je savais que s'il y avait une question, la plupart du temps, c'est des questions très simples qui nécessitaient pas forcément des études, mais en tout cas, je savais que j'avais maintenant à peu près les moyens de répondre à toutes les questions des ados, si les questions se posaient, bien évidemment, parce ils avaient absolument le droit de pas avoir envie de nous en parler, mais je trouvais, comme c'est quand même un lieu, l'hôpital psychiatrique, c'était une unité fermée, dans laquelle les patients passaient quand même certains quelques semaines, mais malheureusement plusieurs mois, voire le patient qu'on est le plus longtemps est resté 3 ans. Donc, on est quand même très proche de ces patients-là. On se dit beaucoup de choses finalement. Et donc, je me disais, c'est quand même dommage qu'on puisse leur apporter des réponses sur tout, mais pas sur la sexualité. Donc voilà, c'est un peu devenu ma spécialité, mais sans diplôme aucun autour de ça, puisque pas le temps ni les moyens dans mon service de m'emmener en formation. Pas l'intérêt aussi. Enfin, je crois que j'avais beau essayer de vendre le sujet, voilà, ça soulevait pas les foules, quoi. Et je voudrais juste, avant que tu continues ton histoire, Edwige, excuse-moi de te couper. Oui. J'aimerais beaucoup revenir, parce que tu as très brièvement, alors si tu le souhaites bien sûr, parlé de ton enfance. Tu dis que tu as eu une enfance atypique, et j'aimerais bien savoir du coup de quoi il s'agit. Pourquoi tu dis que tu as eu une enfance atypique? Alors après, on est beaucoup d'enfants concernés malheureusement par la maltraitance familiale, donc c'est pas si atypique que ça. Mais moi, après, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents extraordinaires. Donc moi, à ma naissance, j'ai été tout de suite placée chez mes grands-parents, puisque j'avais une maman avec des troubles psy importants et qui n'avait pas le désir de toute façon de s'occuper de moi. Donc voilà, j'ai vécu 6 années, 7 ans. 7 ans plutôt chouettes finalement, entre mes 4 grands-parents maternels et paternels. Voilà, première petite fille, donc plutôt quand même choyée et avec tout ce que tout ce qui est chouette que peuvent apporter certains grands-parents en tout cas, mais avec des carences quand même, puisque une maman très peu présente et un père absent totalement. D'accord. Et puis après, ma mère a souhaité, donc s'est remariée, enfin s'est mariée tout court, parce que mes parents n'ont jamais été mariés, et a souhaité me prendre chez elle, parce que en fait, elle était enceinte de ma petite sœur, ma première petite sœur, et voilà, et ça faisait sens de récupérer sa fille à domicile. Et donc, moi, j'étais ravie parce que j'avais beau adorer mes grands-parents, forcément, j'étais quand même à la marge par rapport à mes petits copains de l'école, de jamais voir ma mère, de pas vivre avec mes parents, etc. Et donc voilà, je suis allée vivre chez ma mère, et en fait, il s'est avéré que l'intérêt que me portait ma mère était surtout lié au fait qu'elle avait besoin de quelqu'un pour garder ma petite sœur. Ah oui, d'accord. Et en plus, elle a eu ma deuxième petite sœur 1 an et demi plus tard. Donc voilà, j'ai eu une enfance j'étais une nounou. J'étais nounou de mes sœurs, avec un beau-père particulièrement maltraitant. Et puis à partir de mes 14 ans, un conflit entre ma mère et mon beau-père qui a fait que vraiment il y a eu beaucoup de drogue, d'alcool et de violence à la maison. Et tout ça a un petit peu mal fini, puisque mon beau-père a fini par m'agresser très sérieusement, donc il est parti en prison, puisqu'il a été condamné d'ailleurs pour tentative de meurtre sur ma personne. Voilà, après des années de violence, ça a atteint son paroxysme. Donc c'était une libération pour moi, vraiment. Ce jour-là, je l'aurais revécu s'il a fallu que je le revive 10 fois pour être sûre que j'étais bien débarrassée de lui. Donc c'est bizarre, mais moi, la première chose que je disais dans le camion des pompiers, c'était c'est bon, c'est fini, je vais plus en entendre parler. Et c'était vrai, j'en ai plus jamais entendu parler. Maintenant, il est sorti de prison depuis longtemps, mais
Et en tout cas, il est reparti vivre en Angleterre parce qu'il est d'origine anglo-saxonne. Et c'était une page qui s'est tournée. Mais mes sœurs étaient beaucoup plus jeunes, donc ça impliquait. Moi, j'étais déjà placée par l'assistante sociale comment dire. Dans le lycée, il y avait un internat, et donc en fait, pour me protéger des violences familiales, je vivais en internat. Et le reste du temps chez mes grands-parents. Mais là, quand ce jour est arrivé, un week-end où j'étais chez ma mère, ça impliquait ensuite le placement de mes petites sœurs. Donc voilà, ça a été un peu compliqué puisque ma mère était alcoolique, etc. Enfin, tout était vraiment pas chouette. Et voilà, et donc les filles ont ensuite été placées. Ça a été très compliqué parce que l'ASE, c'est triste, mais voilà, on n'a pas assez de moyens pour s'occuper de nos enfants maltraités, abandonnée, etc. Et donc, elle n'avait même pas la même famille d'accueil. Une des familles d'accueil s'est avérée maltraitante pour ma plus petite sœur. Enfin bref, ça a été vraiment des années compliquées. Puis j'ai réussi après à les récupérer un petit peu chez moi. Donc, moitié en famille d'accueil pour l'une, moitié chez moi. Et puis la plus grande, on a réussi à lui avoir un petit logement éducatif pas loin de chez moi. Et puis finalement, on vivait ensemble, quoi. Donc voilà. Et à partir de là, tout est allé mieux. C'est-à-dire que les filles ont grandi de façon quand même assez équilibrée. On a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait, pas grand-chose. Ouais. Mais en tout cas, beaucoup d'amour. Et puis, on avait quand même nos grands-parents présents. On a perdu notre grand-mère très vite, mais il nous restait notre grand-père. Et puis voilà, et puis on s'est construit, on s'en est sortis, on a fait beaucoup de psychothérapie. Bah oui, tu m'étonnes. Voilà, pour se réparer un petit peu des blessures familiales. Mais bon, voilà, je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est toutes résilientes. Même si la résilience est précaire et que voilà, on a réussi à s'en sortir, mais c'est vrai que c'était une enfance quand même assez difficile, et puis moi j'étais toujours la petite fille, de toute façon je suis toujours pareille, ça n'a pas changé, tout le monde pense toujours que je vais très bien. Bah oui, parce que même en racontant cette histoire, tu rigoles en fait, enfin tu souris. Ouais, tu vois, il y a un truc un peu en décalage. Enfin, en fait, après, je suis pas triste de cette enfance. Enfin, honnêtement, je suis tellement contente de ce qu'on est devenu. Ouais, bien sûr. Et que je pense que c'est lié forcément à tout ça. Et ouais, quand je vois, voilà, que ça y est, mes sœurs sont adultes, qu'elles ont des vies chouettes, qu'elles s'épanouissent, et qu'on a réussi, nous, à garder un lien très, 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 très fort, voilà, qui nous a sortis de la boue, quoi. J'aime bien toujours cette métaphore du nénuphar, là, de la fleur de lotus, quoi, qui naît dans la boue et puis qui vient s'épanouir à la surface de l'eau, quoi. Et finalement, voilà, c'était difficile, mais en fait, j'ai l'impression que c'est loin. J'ai quand même 39 ans. Donc, oui. Tu vois, l'agression que j'ai subie, elle a plus de 20 ans. Donc, j'ai l'impression que c'est loin. Et en même temps, voilà, quand je vois ce qu'on est devenu, je me dis qu'on peut s'en sortir et qu'on peut... En fait, on peut aussi être des victimes joyeuses. Enfin, souvent, tu sais, on s'attend à ce que les gens qui ont vécu des choses difficiles, et moi-même, dans mon travail, comme j'ai un compte qui parle beaucoup des violences sexistes et sexuelles, mais on s'attend des victimes à une certaine attitude qu'on projette sur elles. Voilà, on se dit, mais attends, si elle a été victime, par exemple, d'une agression sexuelle, forcément, elle doit se terrer dans son sweat, oui, adopter un visage absolument triste, etc. Et si elle ne montre pas ça, c'est suspicieux. Et alors qu'en fait, on peut aussi réussir aussi à se détacher de son histoire, bien sûr à coup de beaucoup d'années de psychothérapie. Hein. Oui, absolument. C'est pas, il y a pas de miracle non plus. Et puis je suis une personne extrêmement anxieuse, mes abonnés le savent. Je suis sous antidépresseur. Hein. Mais pas pour la dépression, parce que je crois que j'ai jamais traversé de phase dépressive, mais pour l'anxiété, parce que j'ai une anxiété majeure et que du coup les antidépresseurs sont aussi prescrits pour ça. C'est-à-dire, tu fais ce qu'on appelle de l'anxiété généralisée ? Oui. Oh, mais comme je connais bien ce sujet, Edwige, pardon, hein, mais j'ai subi ce truc-là suite à un burn-out en 2019. Donc, oui. J'allais aux urgences. Bref, je vais pas raconter ma vie, mais juste pour te dire que là où je me sentais le mieux, c'était l'hôpital, quoi, pendant cette période, oui. Parce que j'étais persuadée d'avoir un truc grave. Et du coup, je connais très bien le sujet. Donc, tu es sujette à ça depuis longtemps, depuis toujours ?
Oui, je suis, pour tout te dire, je suis née avec de l'eczéma. J'étais un bébé recouvert d'eczéma. Donc je crois que vraiment déjà, on avait une petite information sur mon état anxieux, parce que j'ai eu une naissance aussi assez rocambolesque. Enfin, ma mère a eu un accident de voiture gravissime et donc je suis née prématurée. Suite à cet accident, ma maman était dans le coma. Certains temps, les médecins pensaient que le bébé était décédé, alors que moi j'étais là, mais juste je faisais pas de bruit. Et donc voilà, tout a été a fait que je suis née vraiment bouffée par l'angoisse. C'est ouf. Et elle est morte de rire, hein. Tout va bien. Oui, parce que c'est vrai que quand j'y pense, voilà, j'étais vraiment petite mère, ça devait pas être super, quoi. Mais et donc oui, j'ai toujours été anxieuse. Hein. Je dormais, j'ai découvert les boules caisses à 6 ans parce que j'arrivais pas à dormir. Tous les bruits extérieurs m'agressaient et que je faisais des insomnies, voilà, d'adultes presque finalement, parce que souvent les enfants sont pas insomniaques, mais moi je faisais des vraies insomnies, des nuits entières à regarder l'heure. Et donc j'ai découvert les boules caisses. D'ailleurs, je ne peux plus jamais dormir une seule nuit sans. Mais tu sais quoi, pareil que toi, Edwige, je ne peux pas dormir sans mes boules caisses, sinon je fais une nuit blanche. Ah oui, moi j'ai toujours dit que le silence était bruyant et que vraiment, même quand il n'y a pas forcément de bruit parasite, en tout cas les autres n'estiment pas qu'il y a de bruit parasite, moi j'ai besoin de quand même me couper du monde avec ces deux petites boules là dans mes oreilles. Et voilà, donc ouais, j'étais une gamine hyper anxieuse, et puis c'est pas l'anxiété, ça fait peu de temps que c'est pris au sérieux, hein, finalement. Absolument. Aujourd'hui, les gens ont un peu d'empathie quand on dit qu'on est une personne très anxieuse, mais à l'époque, c'était pas considéré. D'ailleurs, c'était pas diagnostiqué non plus, hein. Donc moi, je vivais un peu comme ça, entre mes crises d'angoisse et mes larmes, et puis on me disait que je voulais attirer l'attention. Ah bah oui, bah évidemment. Donc voilà, donc heureusement, j'ai pas fait une carrière en psychiatrie par hasard, hein, j'en suis assez consciente. Oui, bien sûr. En tout cas, c'est sacrée histoire de vie, Edwige. Moi, j'étais pas du tout au courant de ton enfance, en fait, de ton histoire. Je savais pas que tu en parlais du coup librement, parce que tu as dit tout à l'heure que tu en parlais auprès de ta communauté, j'imagine. Alors, ils n'ont pas l'idée des 3/4 de ce que je viens de te dire, mais en tout cas, ils savent que oui, je dis souvent que la famille peut être un fléau et qu'on n'est pas obligé de s'infliger leur présence, et parfois je peux un peu aussi les conseiller sur comment s'émanciper de sa famille quand elle est malveillante, et que l'imaginaire collectif vient nous rappeler que non, on n'a qu'une maman, qu'un papa, on peut pas faire ça, on est obligé de garder des liens, mais pas du tout. Bien sûr, bien sûr, si c'est toxique, clairement, il vaut mieux couper d'ailleurs les relations, absolument. En tout cas, merci de nous raconter ça avec autant de transparence. J'espère que c'est pas trop douloureux pour toi quand tu en parles comme ça. Non, en fait, je crois que ça l'a jamais été. Si tu veux, avant le procès de mon beau-père, avant ce moment paroxystique de violence à la maison, personne n'était au courant de ce que je vivais. J'étais vraiment la gamine la plus souriante, toujours contente. Les gens disent souvent solaire, etc., etc. Et en fait, je crois que ça a été un soulagement pour moi aussi, qui est ce procès d'assises publiques, même si c'était très douloureux comme expérience. Mais finalement, j'ai pu enfin dire, et d'ailleurs même à ma famille, puisque je cachais à mes grands-parents les maltraitances que je subissais, etc., j'ai pu enfin dire voilà en fait ce qui se passait. Et à partir de là, je me suis dit que je ne serais plus jamais un secret. Ce serait plus jamais un secret, parce que en fait, je n'avais pas apporté tout ça, et que en plus, comme je suis pas la seule à le vivre, il y a malheureusement énormément d'enfants qui sont touchés par les maltraitances familiales, et au moins je me dis voilà, de pouvoir en parler, puisque c'est plus du tout un sujet douloureux. Alors je vous dis pas que parfois j'ai pas des angoisses d'abandon, etc., bien sûr, mais en tout cas je sais que ça concerne beaucoup de gens, et j'ai envie de m'assurer qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls, que malheureusement on est beaucoup à vivre ça, mais aussi qu'on peut très bien s'en remettre, et qu'on peut aussi être très heureux quand on a eu cette enfance qui serait un peu décrite, pleine de pathos. Enfin, si c'est pas moi qui ai raconté ça, on pourrait mettre une petite musique, tu sais, un peu déprimante. Non, voilà. Oui, mais...
Et tu vois, des fois, c'est un peu c'est ce que les gens s'imaginent. Tu vois que c'est forcément voilà. Et non, j'ai envie aussi de leur dire qu'on peut avoir une enfance hyper douloureuse et aussi aller bien, parce que pour le coup, bien que l'anxiété de toute façon soit intrinsèquement liée à ma personnalité, aujourd'hui, je sais que je serai toujours une personnalité anxieuse, donc j'ai arrêté de la combattre et j'accepte d'être aidée pour ça. Mais en dehors de ça, je vais très bien. Je pense que je suis foncièrement hyper heureuse. Et donc voilà, j'ai aussi envie que les gens puissent se dire, bah oui, c'est pas que dramatique. Quand il nous arrive des choses difficiles, on peut rebondir. D'ailleurs, on peut aussi ne pas rebondir. Hein. Enfin, mais ça, je trouve qu'on montre beaucoup parfois Enfin, les victimes joyeuses, c'est rare en fait. Voilà, je trouve. Et en fait, oui, j'ai envie de dire, bah en fait, on peut aller très bien, on peut s'en sortir. Et aussi, après, si on veut, on peut aider les autres ou pas. Moi, j'ai décidé d'aider les autres de par mon métier, mais pas moi lié aux violences familiales parce que j'en suis incapable. J'ai besoin de prendre la distance par rapport à ça. Mais du coup, j'ai trouvé ma façon d'accompagner les autres. Et pour le coup, c'est autour de la vie sexuelle et affective. Eh ben top. En tout cas, je suis d'accord avec toi dans le sens où je trouve ça extraordinaire si on a vécu une enfance ou des épreuves très difficiles de vie, d'arriver à ne pas porter ce fardeau toute sa vie et justement peut-être s'en servir comme carburant ou motivation pour se créer une vie complètement opposée à ce qu'on a pu vivre. Et d'ailleurs, on le remarque dans beaucoup de biographies de personnes qui ont fait des trucs extraordinaires, que ces personnes ont parfois connu des enfances très difficiles ou des moments de vie très très difficiles. Oui, je pense que ce serait hyper intéressant d'ailleurs d'avoir une espèce de cartographie des gens qui sont très connus et de voir un petit peu ce qu'ils ont vécu et comment ça a impacté en fait leur vie future, parce que justement c'est pas que négatif, au contraire. Ça fait beaucoup d'artistes, par exemple, ont des écorchés vifs, etc., des enfances un peu compliquées et finalement s'en sont sortis grâce à leur créativité et à l'imaginaire qui se sont aussi parfois un peu fantasmatiques, mais qu'on peut se créer quand on est enfant pour survivre à ce qui se passe à la maison. On va se réfugier dans un univers qu'on imagine et qu'on invente et qui plus tard va devenir des œuvres incroyables. Donc non, voilà, ça peut être chouette. Complètement. En tout cas, merci pour ce partage, encore une fois, vis-à-vis de ton enfance. Je te propose qu'on revienne à peu près là où on s'était arrêté, mais pas tout à fait. On va avancer un petit peu, parce que comme je disais à Edwige, vous ne l'avez pas entendu, c'était en off, mais du coup, je disais à Edwige que j'avais beaucoup de questions pour elle, et que du coup, j'aimerais avoir le temps de lui poser toutes mes questions. Donc, je reviens dans ton histoire de vie. Donc, en 2020, le Covid arrive, et donc, tu te retrouves à devoir quitter ton service. C'est une période qui est hyper difficile pour toi. Et c'est à ce moment-là que tu crées ton compte Instagram, c'est ça ? Exactement. Alors en fait, le compte, je l'avais créé le 20 janvier, donc un peu juste avant finalement une soirée avec mon meilleur ami, un peu alcoolisé, où il me disait que ce que j'apportais aux patients en termes d'écoute et de liberté de parole autour de la sexualité, tout le monde devrait en fait pouvoir en bénéficier, et qu'il faudrait que je me lance dans quelque chose de public. Donc on avait créé ça un petit peu éméché en sachant pas trop ce que j'allais en faire, mais en tout cas on trouvait ça rigolo. Et le Covid arrive et son confinement, et ça devient une des périodes de ma carrière professionnelle les plus difficiles, avec des patients qui allaient mal et qui vont encore plus mal, forcément. Et puis, en fait, ce que j'ai pas supporté, c'est le traitement de la fonction publique de ces agents, comme on aime nous appeler, pour pas nous individualiser, et donc d'être à la merci de la fonction publique, à faire des horaires indécents, à être confronté directement au virus sans protection. Les premiers jours et puis même les premières semaines, on n'avait pas de protection adéquate et on ne savait pas ce qu'était ce virus finalement. Donc c'était assez terrifiant, et là, moi, je vais très mal. Et je suis confinée seule. Donc après mes journées de l'enfer, je rentre et je suis seule. Et donc mon refuge, ça a été ce petit compte Instagram que j'avais créé sans y projeter grand-chose. Mais c'est vrai que de parler de sexualité, finalement, d'un sujet qui était
assez léger comparé à ce qu'on vivait, me changeait les idées. Les gens étaient confinés chez eux en partie, hein, évidemment, il y a des gens qui bossaient, mais la plupart des gens étaient chez eux. Et donc, ça se trouve, on allait mourir demain. Donc, pourquoi pas envisager d'en apprendre plus sur la sexualité, d'ouvrir le champ des possibles. Bien sûr. En plus confiné, on n'a que ça à faire. Voilà, moi, c'est vrai que je rentrais, j'avais un petit rituel qui était assez rigide. D'ailleurs, j'étais assez rigide à cette période-là, puisque très angoissée. Donc, je passais la porte, je me foutais à poil dans mon entrée, je balançais les habits à laver dans la machine qui tournait directement. Et puis, je mangeais vraiment, je crois que la seule chose que j'ai mangé le soir à l'avion, c'était des bananes au beurre de cacahuète. Parce que c'était très efficace. Tout d'un coup, voilà, j'étais à satiété directe et je pouvais me jeter sur mon compte Instagram, me changer les idées et même bosser finalement parce que je lisais énormément d'études. Enfin, je bossais, en fait, je voulais répondre à toutes les questions. Puis moi, du coup, en fait, comme ça, je me changeais les idées. Je pensais plus du tout à ce qui se passait. Et puis, ça a pris, puisque voilà, les gens étaient confinés. Les réseaux sociaux, ont été extrêmement investis pendant cette période. Et donc, j'avais voilà, des gens qui s'abonnaient tous les jours. Et c'était assez terrifiant d'ailleurs, parce que moi, c'était parti d'une petite blague. Ça, c'était pas censé impacter ma vie. Oui, ouais, c'est fou. Donc, je me disais, de jour en jour, je me disais, là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais j'ai des responsabilités vis-à-vis de ces gens maintenant. Je me mettais une pression folle parce que j'avais envie que mon travail soit le plus juste possible. Enfin, c'était super. En vrai, vraiment, ça a l'air un petit peu exagéré de dire ça, mais je pense vraiment que ça m'a sauvé la vie. J'avais, comme toute personne très 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 anxieuse dans une période comme ça si difficile, vraiment, j'avais pas du tout d'idées noires, d'idées suicidaires. En revanche, j'avais des phobies d'impulsion très importantes. Ouais, je me voyais, donc ouais, je préviens quand même les gens parce que c'est pas très facile à entendre, mais je me voyais sauter sous le métro le matin. J'avais vraiment, tout était très compliqué. Je pensais pas survivre à cette période. Honnêtement, psychiquement, c'est la première fois de ma vie que je me suis sentie en si grande fragilité psychique, en fait. Et en plus, je devais, moi, quand j'arrivais au travail, m'occuper de la santé psychique et physique, puisque Covid, des patients. Et là, c'était vraiment très lourd, quoi. On a eu aussi notre lot de patients décédés. Donc, voilà, c'est quand on travaille en psychiatrie, on a des suivis au long cours. Les patients, c'est pas juste des patients. Voilà, on connaît toute leur histoire de vie, on les accompagne du matin au soir dans toute leur démarche, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment d'une violence inouïe. Et c'est vraiment ce compte c'était un peu mon phare dans la nuit, quoi. J'avais toujours aucun projet sur ce compte. Je savais pas que j'allais en faire quelque chose plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'était la chose que j'avais trouvée, parce que je voulais plus allumer la télé, parce que j'en pouvais plus du décompte des morts. Je pouvais plus entendre mes voisins nous applaudir alors que je les voyais prendre des apéros dans la cour. Tout ça faisait que vraiment, je me jetais sur mon Instagram et puis ça a été bien accueilli. Et je crois qu'au sortir du confinement, mais il faudrait que je vérifie cette info parce que ça se trouve, c'est pas exactement ça, mais je devais avoir à peu près 10 000 abonnés. Et c'est énorme finalement en 2 mois comme ça. Carrément, et là je me énorme. disais, oh là là, je me rappelle la première fois que j'ai dit à mon cadre, j'ai 10 000 abonnés sur Instagram. J'avais l'impression que waouh. Enfin, même j'étais impressionnée en fait, parce que je me demandais ce que les gens me voulaient finalement. Et du coup, comme malgré le déconfinement, etc., c'est resté la merde absolue dans la fonction publique, puisqu'après on a eu des couvre-feux, deuxième confinement, enfin tout ça. Je détestais la fonction publique pour ce qu'elle venait de me faire vivre. Je crois qu'on avait vraiment une fracture, et pas mon métier. À chaque fois, j'aime bien dire, j'adorais mon métier, j'adorais mes collègues, j'adorais mes patients. J'aurais pensé faire ça jusqu'à la fin de mes jours, mais vraiment, je l'ai vécu comme une trahison, la façon dont on a été traités, les soignants, sur cette période. Et donc, je commençais à me dire peut-être que c'est une piste, finalement, ce compte Instagram, pour complètement changer de cap et de carrière, quoi. Et puis, il s'avérait que c'est ce qui s'est passé.
C'est ça. Elle a tout quitté pour se consacrer à son autre passion. C'est incroyable cette histoire. Et je reviens sur 2 points, je me permets, qui sont hyper importants, parce que dans ma communauté, dans la communauté des locomotives, il y a beaucoup, comme dans ce monde, de toute façon, il y a beaucoup de personnes qui font des angoisses et qui subissent de l'anxiété. Donc, tu as donné 2 tips qui sont très importants. Le premier tip, c'est effectivement quand on est en angoisse ou en crise d'angoisse ou qu'on sent que ça peut arriver, etc. Ce qui marche super bien, c'est effectivement de focaliser son esprit sur quelque chose qui nous passionne. Donc, en général, un projet, c'est le mieux, un gros projet passion. Ça, pour moi, ça a été d'une grande aide aussi. Ça a été j'ai perdu le mot, mais mon exutoire, tout comme toi, tu vois, genre me pencher sur mon projet des locomotives, c'était... ça me sauvait à chaque fois, quoi. C'était un truc de dingue. Et tu as donné, un autre tips, et mon cerveau l'a évidemment oublié. C'est pas grave. En tout cas, un des tips importants, c'est vrai que c'est pas regarder un film, parce que regarder un film quand t'es en crise d'angoisse ou en début de crise d'angoisse, c'est juste impossible. De toute façon, tu peux pas te concentrer. En tout cas, pour beaucoup. Ouais, voilà, tu peux pas te concentrer, t'es obsédé par les symptômes que ton corps peut te faire ressentir, on va dire, les mots. Donc se concentrer sur un projet passion, c'est hyper chouette comme astuce. Mais c'était même pas une astuce, enfin, si tu veux, et aujourd'hui, a posteriori, c'est peut être une astuce. Pas du tout. Ah oui, d'accord, t'en étais pas consciente. Pas du tout, mais tu vois, c'était presque instinctuel. Je me disais, allez, je me fous la tête dans les réseaux et je vais penser à autre chose. Et surtout qu'il y avait des gens qui avaient besoin de moi. Et c'est paradoxal parce que toute la journée, les gens avaient besoin de moi à l'hôpital. Mais là, je sais pas. C'était autre chose et c'était pas le Covid en tout cas. Et donc, ouais, c'était... Non, c'est chouette. Et puis après, le meilleur tips quand même, c'est de pas hésiter à passer la porte d'un thérapeute, quoi. Mais carrément. Ah non, mais je prône ça. Tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. C'est tellement important. On devrait tous en fait faire des thérapies, des psychothérapies. Je pense que ça serait très, très bénéfique. Il faut savoir que les psychiatres, psychologues et infirmiers psy sont quasiment tous en thérapie. Évidemment. Pour pouvoir bien soigner, c'est quand même important nous-mêmes d'avoir aussi un suivi. Et donc, quand on accueille des gens dans nos bureaux, c'est important de savoir qu'on a, pour la plupart d'entre nous, été ou sommes patients aussi. Donc on n'ignore pas complètement ce que vivent les patients. Évidemment, moi j'avais beaucoup de patients psychotiques, donc oui, je ne connais pas la psychose, mais en tout cas, j'ai vécu aussi des moments compliqués. Ça, c'est important parfois de pouvoir leur dire aussi qu'on est aussi des humains, quoi. Carrément. Oui, carrément. On va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le sujet que tu abordes dans ton quotidien. Voilà, la pédagogie sexuelle. Je me suis vachement baladée sur ton compte Insta parce que c'est une mine d'or, une mine d'informations sur tout ce que tu peux partager. Je sais pas si j'aurai la possibilité de te poser toutes les questions que j'avais prévu de te poser, mais j'ai quand même, tu vois, j'ai souligné des trucs qui moi m'intéressaient et qu'on puisse les développer ensemble, enfin que toi tu puisses développer certains sujets. Donc il y a un sujet que tu as épinglé d'ailleurs sur ton compte Instagram et qui je pense intéressera toutes les nanas qui écoutent mon podcast. Donc tu parles de l'orgasme et donc c'est 8 questions sur l'orgasme. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, donc sans partir trop loin et etc. parce que sinon je n'arriverai pas à te poser toutes mes questions. Oui, mais c'est mieux. Mais du coup, voilà, déjà, on peut commencer par qu'est-ce qu'un orgasme, comprendre un petit peu toutes ces différences. Moi, je me rappelle qu'au collège ou au lycée, on commençait un petit peu à parler de ça, et c'était vraiment la question de « Ah non, mais moi, de toute façon, je suis clitoridienne. Oui, non, mais... » Tu vois, c'était tout ce truc, l'orgasme vaginal, l'orgasme clitoridien. Est-ce que, voilà... Parle-nous de tout ça, fais-toi plaisir, Edwige, désacralise certains trucs, vas-y. Ouais, voilà, alors, c'est vrai qu'il y a 2 sujets phares sur mon compte qui sont toujours demandés, c'est l'orgasme et la libido, en gros. Et c'est vrai que l'orgasme, c'est assez mystérieux. On a du mal à comprendre ce que c'est que ce petit truc qu'on finalement, que parfois certaines personnes recherchent toute leur vie. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, c'est juste, l'orgasme, c'est une des phases de la réponse sexuelle. En gros, la réponse sexuelle, c'est quoi? C'est tout ce qui peut se passer dans notre corps en réponse à une stimulation sexuelle. Alors, la stimulation, elle peut être physique ou psychique, hein, bien évidemment. Et parfois, on est traversé par, comme ça, une envie, un fantasme, et hop, là, il se passe des choses dans le corps. Et donc, il peut y avoir que la phase de l'excitation, où du coup, oui, évidemment,
on est au bureau, on va pas aller plus loin dans l'exploration de cette phase qui vient de nous traverser. Mais et puis ensuite arrive le plaisir, puisque du coup, si on dépasse cette juste pensée qui va nous exciter, on a cette phase de plaisir, et donc qui est plus ou moins intense. Et quand elle du coup, finalement, elle est intense et qu'on arrive à maintenir cette intensité de plaisir, alors là, elle peut arriver à un pic de plaisir paroxystique. Je crois que j'ai beaucoup dit paroxystique dans ce podcast. Oui, mais ça fait bien, tu sais, on se dit putain, le mot est incroyable, ça fait vraiment très vocabulaire très soutenu, tu vois. Je ne l'ai jamais dit autant, voilà. Je te le dis. Et donc voilà, cette phase paroxystique, ce pic de plaisir, eh bien c'est l'orgasme. Voilà, c'est la troisième phase de la réponse sexuelle. Et puis après, la dernière phase, c'est un peu la chute. C'est un peu la redescente des hormones. Parce que qui dit orgasme dit boost, pic en fait de libération d'hormones dans le corps. Ah oui. Donc c'est ce qui fait qu'on se sent en fait ce boost d'hormones comme ça qui vient nous envahir, donc d'hormones du bien-être, du plaisir et du bien-être, ont des conséquences très positives, puisque tout de suite on peut se sentir apaisé, et donc sur le plan de l'anxiété, on en parlait tout à l'heure, mais tout de suite, ces ocytocines, ces endorphines là qui viennent se mettre un peu partout, vont tout de suite apaiser l'anxiété, avoir aussi envie de dormir. C'est un bon somnifère, sachez-le. L'orgasme avant de dormir, ça peut aider, ça peut accompagner, mais il est sacralisé quand même. C'est-à-dire que oui, c'est évidemment très chouette d'avoir un orgasme, et je le souhaite à tout le monde. Voilà. En revanche, on a parfois une espèce de course à la performance dans la sexualité qui fait que on va, puisqu'on a été éduqué par la pornographie, à défaut de vraies institutions qui s'occupent de la santé sexuelle et affective, du coup on est dans une quête de la performance, et donc on va absolument vouloir un orgasme, mais pas seulement qu'un orgasme, avoir des orgasmes multiples, et après encore aller, pourquoi pas, quotidiennement, toujours plus fort, etc. Et ce qui est quand même important dans les rapports sexuels, c'est le moment. C'est tout ce qui s'y passe. Et donc, en fait, le plaisir est finalement supérieur à ce... Parce qu'en fait, l'orgasme, ça dure, entre 3, s'il est un peu loupé. Il y a des orgasmes qui ne sont pas satisfaisants. Ils sont frustrants. Et oui, ils sont frustrants, voilà. Et allez, 15 secondes maximum. Avec un peu d'entraînement, on peut les faire durer plus. Mais c'est tout. Donc, dans tout ce moment d'intimité qu'on va partager, c'est finalement pas le plus important. Le plus important, pour moi, c'est le plaisir. J'ai toujours que le plaisir est bien au-dessus de l'orgasme, en tout cas dans la recherche. Ce qui est important, c'est d'avoir eu du plaisir, d'avoir partagé des choses, en fait, de créer ces moments de complicité qui sont importants. Alors, c'est évidemment que si on est dans une relation éphémère ou que c'est la seule fois qu'on va se voir, oui, bon, tant qu'à faire, autant avoir un orgasme. Mais c'est pas souvent les premières fois qui sont les plus extraordinaires. De toute façon. Donc, mais voilà, j'aimerais bien des fois que les gens se détachent un peu de cette recherche de la performance et de l'orgasme à tout prix, parce qu'il n'y a rien de pire pour ne pas avoir d'orgasme que de chercher à en avoir un absolument. C'est-à-dire qu'on se tire une balle dans le pied si en fait on est trop dans la réflexion, dans un moment où l'orgasme, de toute façon, demande du lâcher-prise. Donc, vraiment, moi, j'ai envie de dire, prenez du plaisir, amusez-vous, rigolez, créez-vous des moments de complicité. Et puis l'orgasme, c'est la cerise sur le gâteau. C'est chouette et il n'y a pas de raison. Tout le monde a un potentiel orgasmique. Il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas d'orgasme. On peut trouver des solutions à toutes les personnes qui n'en ont jamais eu. Mais parfois, c'est juste le fait d'être focalisé sur l'obtention de l'orgasme qui fait que ces personnes n'en ont pas. Donc voilà, prenez ces moments d'intimité vraiment un peu plus à la légère, et peut-être qu'il va finalement débarquer. Il est là, il n'attend que ça. Et quand tu parles d'orgasme, tu parles d'orgasme clitoridien et vaginal, ou enfin, tu vois, c'est quoi ce truc, c'est quoi cette histoire-là? Alors, en fait, cette histoire, c'est que on a voulu hiérarchiser les orgasmes.
et mettre sur la première marche l'orgasme qui serait vaginal. Et en seconde place, mais voire même le dernier de la classe, l'orgasme clitoridien. Ça, c'est Freud qui a foutu le bordel et qui voulait un petit peu stigmatiser, entre guillemets, les femmes qui n'auraient que des orgasmes clitoridiens, qui auraient été pour lui des orgasmes de petites filles matures, alors que l'orgasme vaginal serait le Graal et l'orgasme des vraies femmes. Alors, voilà, la misogynie freudienne était quand même... voilà, grave. Et est-ce que, juste petite question, est-ce qu'il les a pas, classés comme ça aussi parce que c'est plus rare d'avoir des orgasmes vaginaux? Alors, non, parce que, en fait, je pense qu'à l'époque, il ignorait tout des orgasmes tout court. Hein. C'est-à-dire que... Freud, prends ça dans ta tête. Voilà, je pense que le corps, entre guillemets, des femmes et le plaisir sexuel des femmes a toujours été rangé vraiment au fond du tiroir, quoi. Ce qui était important, puisque de base, on parlait de sexualité pour la reproduction, on imaginait que c'était forcément que la personne qui a un pénis ait un orgasme éjaculatoire et que donc on puisse procréer. Et donc, finalement, quel est l'intérêt de l'orgasme de la femme, puisqu'il n'est pas nécessaire à la reproduction. Donc, on arrête de s'intéresser à son plaisir, puisqu'il n'est pas nécessaire. Il y a eu un truc un peu comme ça. Alors qu'en fait, les études ont prouvé, d'ailleurs, j'enregistre cet après-midi une vidéo sur ça, que l'orgasme chez les femmes, les personnes qui ont un clitoris, aide à la reproduction. Donc, en fait, tu t'es planté, Freud. Tu nous emmerdes. Et attends, il t'a dit un truc hyper important sur l'éjaculation et les organes. En fait, moi, il y a 10 ans, j'ai appris un truc hyper important. C'est qu'en fait, les hommes n'ont pas forcément un orgasme lors de l'éjaculation. Oui, en fait, c'est pour ça que je parlais d'orgasme éjaculatoire. On peut avoir des orgasmes sans éjaculation et des éjaculations sans orgasme. Donc ça, c'est important alors, bien que la majorité du temps, les deux soient corrélés, hein, mais voilà, parfois, il y a certaines personnes où on va imaginer, par exemple, dans un rapport sexuel, je sais pas moi, hétéro, cis, on va imaginer que notre partenaire masculin a eu un énorme moment de plaisir puisqu'il a éjaculé, alors que peanut. Tout à fait. Et voilà, donc non, c'est hyper... Et d'où l'importance de la communication. C'est là que si c'était pas un si grand tabou, la sexualité, et que la sexualité n'est pas directement liée à notre ego, on pourrait plus facilement libérer la parole et notre partenaire serait libre de nous dire en fait j'ai pas eu d'orgasme. Carrément. Et inversement, et du coup on irait explorer autre chose, d'autres façons de faire, etc. pour être sûr que voilà, tout le monde se fait kiffer pendant ce moment-là. Et pour revenir à Freud, en fait, il ignorait surtout l'anatomie. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que la stimulation vaginale, lorsqu'il y a une pénétration, alors déjà, il faut savoir que la pénétration, l'acte pénétratif seul, c'est la façon la moins certaine de donner un orgasme à, entre guillemets, une femme. C'est vraiment la pénétration, c'est l'acte le moins jouissif. Dingue. C'est quand même court, hein, parce qu'il y en a qui savent faire que ça. Donc voilà. La façon la plus certaine de procurer un orgasme à sa partenaire, c'est d'associer la pénétration à une stimulation du clitoris externe. Donc, il est quand même hyper important, primordial, de stimuler le clitoris externe, sans quoi il est très probable que votre partenaire n'ait pas d'orgasme, mais aussi très probable qu'elle simule. Voilà, puisqu'on nous a appris à simuler hyper bien. Non, mais ça, pardon, mais je trouve ça un truc Je trouve que c'est ouf de simuler un orgasme. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, je tolère, hein, je me dis OK, mais je ne comprends pas. Déjà, il faut avoir un talent d'acting, tu vois, quand même. Ah oui, bien sûr. Mais je trouve ça ouf, quoi. Enfin, je sais pas. C'est hyper courant, hein. C'est un truc de malade. Courant parce que, en fait, c'est ça. Bon, déjà, les pornos nous ont fait complexer, hein, le porno mainstream nous fait complexer parce que on y voit des femmes qui sont des grandes jouisseuses, qui ont énormément de plaisir, qui l'expriment bruyamment et qui ont parfois de multiples orgasmes. Et nous, on se dit, mais attends, moi, ça me fait pas du tout ça. D'ailleurs, si on t'a pas stimuler le clitoris externe, il y a très peu de chances que ça te fasse ça. Et donc, du coup, tu te sens à la marge.
Et en plus, tu as donc d'un côté, tu as envie d'avoir des orgasmes comme tout le monde, parce que tu as l'impression que tout le monde en a sauf toi, ce qui est faux. Et de l'autre, tu as envie de rassurer l'ego de ton partenaire. Et tout ça, ou parfois, la raison la plus utilisée pour simuler, il faut le savoir, c'est parce qu'on a envie que ça s'arrête. C'est horrible, mais c'est d'une tristesse infinie, mais c'est factuel. Et donc tout ça fait que y a des gens qui ont appris dès le plus jeune âge, en ayant regardé un peu de porno, en disant tiens, ça doit être ça que je dois faire, à simuler pour rassurer l'ego du partenaire, pour se sentir entre guillemets normal, ou pour que le partenaire n'insiste pas trop, quoi. Waouh. Donc voilà. Mais après, la seule raison pour laquelle je trouve que c'est un peu chouette de simuler, parce qu'il y en a une, c'est quand on apprend à se connaître avec son partenaire, sa partenaire, et que la stimulation qu'on est en train de nous prodiguer est vraiment chouette et que la personne est sur le bon chemin pour nous donner beaucoup de plaisir ou nous donner un orgasme. Et là, je me dis que d'exagérer un tout petit peu ce qu'on ressent pour que la personne se rende compte que c'est par ici qu'il faut aller, c'est le chemin, ne change pas de route. Voilà, ça peut être intéressant. Ça peut être encourageant pour la partenaire qui se dit « Oulala, ce que je fais, ça a l'air vraiment chouette ». Et donc, pour le coup, c'est le cas, mais donc là, on va un tout petit peu exagérer pour faire passer le message. Donc voilà, dans ce type de cas, je trouve que c'est intéressant de simuler. Sinon, vraiment, on se tire une balle dans le pied quand on simule parce que la partenaire croit derrière qu'on prend du plaisir et finalement, c'est pas le cas. Et donc après, le dire au bout de 10 ans que ça fait 10 ans qu'on simule, c'est un peu compliqué. Ah là là. Ouais, tu restes dans ton mensonge, quoi. Enfin, tu restes dans ton... Ouais, parce que justement, sexualité égale ego et que du coup, on a très très peur de froisser l'autre et donc on préfère se priver de plaisir toute une vie, parce qu'il y a quand même des gens qui n'auront jamais d'orgasme, parce que tous ces types de situations-là, quoi. D'accord. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que quoi qu'il arrive, quand on pénètre quelqu'un, que ce soit avec un doigt, un sextoys ou un pénis, on va stimuler le clitoris aussi en interne. Et donc, de ridiculiser l'orgasme clitoridien comme le faisait Freud, c'est complètement méconnaître l'anatomie puisque le clitoris est aussi interne. Oui. Et d'ailleurs, une énorme partie du clitoris est interne. On en voit, nous, juste le bout, la partie immergée de l'iceberg, mais du coup, au final, on ne voit pas tout ce corps du clitoris qui entoure notre vagin, en fait, et qui prend part, bien évidemment, au plaisir vaginal. Donc, il n'y a pas vraiment d'orgasme vaginal, en fait, finalement. Ils sont tous les deux clitoridiens. C'est clitoridien interne ou clitoridien externe. Donc, ils se plantaient. Voilà, Sigmund, sache-le, tu étais à côté de la plaque. Et donc, voilà, c'est vrai que... Mais c'est quand même très ancré. Elle est vaginale, elle est clitoridienne, etc. Alors qu'en fait, voilà, on peut estimer qu'il n'y a pas vraiment d'orgasme vaginal. D'accord. Okay. Que tout est lié à l'existence de ce clitoris qui est quand même bien chouette, qu'on aime beaucoup. Absolument. Mais c'est un sujet qui est vraiment intéressant et c'est vrai que je pense que c'est pour tout le monde d'ailleurs. Ça peut être très intéressant et très bénéfique de s'informer davantage sur notre sexualité, sur notre corps. C'est hyper important. Ça peut être que du plus, ça c'est sûr. Tu parlais tout à l'heure de libido, tu as dit que c'était les deux sujets, donc l'orgasme et la libido. J'avais pas prévu de parler de libido, mais effectivement, c'est un bon sujet. Pourquoi ça intéresse autant ta communauté ? Et ça intéresse autant ma communauté, encore une fois parce que l'imaginaire collectif a eu envie de nous faire penser que la libido était toujours flamboyante et que si la libido était dans les chaussettes, c'est qu'on était chelou. Ouais, et qu'il y avait un dysfonctionnement quelque part, notamment, il y a même si évidemment les hommes aussi ont leur lot de pression sur la sexualité, mais souvent la pression de la libido elle est sur les femmes parce que on croit que d'ailleurs les hommes et les femmes ont des libidos complètement différentes, ce qui est faux sur le papier. On a des hormones différentes qui font que chez les femmes, c'est plutôt fluctuant et chez les hommes, c'est plutôt linéaire. C'est la seule différence qu'on a sur notre libido. En revanche, ce qui fait que les femmes ont moins de libido que les hommes, c'est, et attention, c'est terrible, ça va pas plaire, l'insatisfaction sexuelle. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc on prend pas vraiment de plaisir au lit, du coup on n'a pas envie d'y retourner tous les 4 matins. Posez-vous la question, messieurs. Ah, les pauvres, que de pression. C'est terrible, mais c'est, voilà.
La deuxième, c'est la charge mentale. Évidemment que si on se coltine 80% du quotidien de la maison et bien en fait notre énergie vitale, parce qu'en fait si tu veux, on a une énergie vitale. Voilà, quand on se réveille le matin, qui est déjà parfois impactée parce qu'on a mal dormi, mais et donc à la fin de la journée, soit on a bouffé toute notre énergie, soit il en reste un peu, et là on peut la dédier à l'énergie sexuelle. Mais du coup, si les femmes sont bouffées, bouffent le temps des femmes par des tâches ménagères, l'organisation du quotidien et pour les mamans aussi la gestion des enfants, forcément il y a moins d'énergie pour la sexualité. C'est quand même assez simple. Donc, faites la vaisselle, occupez-vous de vos enfants, prenez les rendez-vous médicaux et arrosez les plantes, et vous verrez que peut-être que voilà, la libido de votre partenaire se réveillera. Et la troisième chose qui fait qu'il y a une différence de libido, c'est aussi que les femmes supportent aujourd'hui beaucoup plus la charge contraceptive et que les contraceptifs hormonaux flinguent la libido. Ah ouais, d'accord. Donc, tout ça fait que on a l'impression que les femmes ont moins de libido, mais qu'en fait, si on pose tout à plat, on a la même énergie sexuelle le matin, mais la société sexiste ampute les femmes du parti de leur énergie, et que si on revoit 3-4 petites choses à la maison, évidemment des choses bien plus profondes ancrées dans la société, elles retrouveront la même libido finalement, et tout ira bien. Il faut pas oublier aussi qu'on est cyclique. Enfin, bien évidemment, hormis les femmes qui sont sous contraception hormonale, le pic de libido, c'est clairement pendant la période d'ovulation. Enfin, la nature est aussi vachement bien faite. Tu vois, là, c'est quand même, tu sens bien la différence, quoi. Ah oui, c'est pour ça que je disais c'est cyclique chez nous, parce que c'est complètement lié au cycle menstruel. Carrément. Et donc oui, c'est pas linéaire, et il y a des moments où c'est plus opportun. Complètement, même j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur quand je fais ma séance de sport à la salle et que je suis en période d'ovulation, voilà, et qui a vraiment tous les jours il tourne encore, parce que voilà, et c'est vrai que oui, c'est une période où on sent que il y a un pic libidinal là, et donc voilà, c'est aussi aux hommes entre guillemets de se renseigner sur le fonctionnement des femmes finalement, enfin de leur cycle, et de la normalité d'avoir des moments où du coup on n'a pas du tout de libido, et d'autres où tout d'un coup c'est flamboyant, et peut-être c'est le moment de saisir l'opportunité. Oui, c'est ça. Faut y aller là, c'est le moment. Et il y a un truc que t'as pas mentionné aussi, et en discutant, je me suis dit peut-être que ça aussi, ça a joué. Oui. C'est que quelques années en arrière, les femmes qui parlaient librement de leur désir sexuel, et peut-être que tu vois, les femmes qui avaient plus de libido que d'autres, ont très vite été traitées de nymphomanes. Et ça, ça met peut-être un petit coup sur la tête en se disant, ok, moi, faut peut-être que je me fasse petite, et que je montre pas trop que j'ai un fort appétit sexuel, quoi. Et peut-être que ça aussi, tu vois, inconsciemment, les femmes se sont dit, ok, du coup, faut qu'on se fasse plus discrète, quoi. Ah, mais complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, heureusement, on n'utilise plus du tout ce mot, mais effectivement, qu'une femme avec une hypersexualité, qui n'est pas du tout pathologique, c'est-à-dire que l'hypersexualité, à partir du moment où on prend beaucoup de plaisir, où tout le monde est content, elle est complètement normale, se voyait tout de suite jugée, stigmatisée, insultée. On connaît les doux mots qui accompagnent les femmes qui multiplient les partenaires et les expériences sexuelles. Et donc, ça inhibe aussi, parce que on n'a pas envie d'être appelé, jugé, on peut dire. Est-ce qu'on peut dire salope? Parce que voilà, non mais c'est terrible. Enfin, c'est vraiment terrible. Et donc. Non mais tu vois, voilà, c'est soit une salope, soit c'est une info, quoi. Et en plus, du coup, en plus c'est genré. C'est terrible parce que du coup, une femme avec une hypersexualité normale, qui pourrait être absolument satisfaisante et jouissive, est une nymphomane. Et puis si c'est un homme, alors là, c'est un don Juan, etc.
et tout va bien pour lui. Donc non, c'est évidemment que ça fait qu'on est en tout cas moins libre de pouvoir le mettre au grand jour. Hein, enfin, ça se fait plus caché parce qu'on a peur des jugements. Et puis après, il y a encore des propos. Il suffit d'aller sur TikTok qui vont dire voilà, une femme qui a eu tant de partenaires, elle est pas légitime à avoir une relation sérieuse. Elle vaut plus rien. Elle est sale, quoi. Il y a d'ailleurs des gens qui pensent que faire 20 fois l'amour avec 20 personnes différentes va élargir le vagin d'une femme, mais faire 20 fois l'amour avec son partenaire, pas du tout. Hein. Waouh! Finalement, peu importe le nombre de partenaires, ça va pas. D'ailleurs, vous inquiétez pas, a priori, les vagins s'adaptent très bien à tous les gabarits et ne s'élargissent pas. Mais voilà, non, c'est vrai, tu as raison, hein, c'est quand même très tabou d'avoir une vie sexuelle assumée, qui est très, très intense quand on est une femme. Même aujourd'hui, ça reste pas si simple. Justement, j'allais te dire que je pense quand même que nos générations trentenaires, quadras et même les quinquas, etc. Je pense qu'on est quand même plus ouvert sur ces sujets-là. Oui. Mais malheureusement, je pense que la génération qui arrive, donc les ados d'aujourd'hui, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais qu'on retombe dans ce truc où les hommes reprennent cette place qu'on déteste et les femmes, tu vois, faut pas trop qu'elles soient libérées, machin. Enfin, des fois, j'ai entendu des propos auprès des ados, j'hallucine. En fait, je me dis putain, c'est pas vrai, on n'a pas fait tout ça pour retomber justement dans ce truc-là, quoi. En fait, si tu veux, alors déjà, plus on vieillit, plus on est libéré par rapport à sa sexualité. En fait, plus on est libéré par rapport à tout, parce que finalement, on maîtrise mieux ses émotions, on se met à la distance du regard des autres, etc. Et c'est toujours, moi, je dis toujours que c'est plus intéressant de vieillir pour sa sexualité. Hein. On imagine toujours que à partir d'un certain âge, la sexualité elle est nulle, alors qu'en fait, non, justement, comme on s'émancipe des jugements, du regard des autres et tout, en général, on s'éclate beaucoup plus. De toute façon, on est dans une société profondément sexiste et misogyne, et quand bien même on se bat tous les jours les comptes sexo-féministes sur ces thématiques, on avance vraiment, c'est pas pierre par pierre, c'est petit caillou par petit caillou, quoi. Mais ce qui est à la différence, donc oui, il y a encore des propos terribles et c'est pas évident d'être une jeune fille en 2023 encore, mais il y a quand même un accès à l'éducation sexuelle qui est beaucoup plus important qu'avant, qui font qu'ils ont quand même, on peut voir, moi je le vois aussi par exemple avec mes sœurs, qui sont quand même beaucoup plus jeunes que moi, qui se sont saisies de ce qu'elles ont vu sur les réseaux, des bouquins qui se font de plus en plus, etc., pour apprendre à poser des limites, bien plus que moi j'ai pu le faire, par exemple, à l'époque, à leur âge, à avoir conscience des comportements inappropriés qu'on a longtemps banalisés. On rappelle que la personne, en gros, le viol conjugal, c'est la façon d'agresser sexuellement la plus répandue, mais qui est souvent très banalisée, puisqu'on a intégré ce devoir conjugal, on a intégré qu'on était une mauvaise personne si on se refusait à notre partenaire, et donc on légitime presque son droit d'insister, alors qu'en fait, pas du tout. On ne doit de sexe à personne. Mais tout ça fait que je trouve que les nouvelles générations, elles ont, en tout cas celles qui sont connectées, bien sûr, on parle à l'échelle de la France, quoi, mais quand même plus accès à des outils et arrivent plus à mettre leurs limites, etc. Mais oui, ça reste difficile aujourd'hui d'être une femme, une fille en France. Alors, sachant qu'on est quand même hyper privilégiés, bien évidemment, à l'échelle du monde. Donc c'est dire le chemin qu'on a à faire, quoi. Voilà. Ouais, carrément. Carrément. En tout cas, oui, je te rejoins là-dessus. Je pense qu'on a plus de réponses et on est plus dans la réalité que dans, des trucs porno qui sont complètement, qui biaisent complètement le regard sur la sexualité. Donc, je pense que oui, on a plus accès à la réalité, effectivement, face à la sexualité. Ça contrebalance, en fait, parce que le porno, en lui-même, c'est
pas problématique, hein, l'univers pas du tout, bien sûr, fantasmatique. Enfin, on a besoin, il y a des personnes qui ont besoin d'ailleurs de support pour guider leur sexualité, pour être excitée, etc., etc. Mais le problème, bon, déjà, il y a quand même un problème dans le porno mainstream d'éthique, de traitement des acteurs, des actrices, etc., de non-protection. Enfin, tout ça fait que ça peut être un problème, bien évidemment. Mais quand il est éthique, ce porno-là, c'est pas problématique, à condition qu'il soit contrebalancé par de l'éducation sexuelle. Tout à fait. Et c'est en ça que l'éducation nationale ne fait pas son job. Parce que c'est à nous d'éduquer les jeunes générations à... D'ailleurs, la santé sexuelle, la vie sexuelle épanouie, c'est considéré comme un droit fondamental. Et du coup, nous, on s'en contrecarre, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'ils veulent pas trop se mouiller, on va dire, sur ce sujet-là, quoi. Et ils savent pas faire, hein. C'est ça le problème, c'est qu'en plus, dans certains, parce qu'en fait la loi depuis 2021 est claire, hein, il est censé y avoir 3 cours d'éducation à la sexualité, enfin la vie sexuelle et affective, par an, du collège au lycée. Donc ça fait quand même beaucoup de cours qui sont censés être prodigués. Évidemment, il se passe rien du tout. Parce qu'en fait, au même niveau qu'on veut esquiver les quotas d'HLM dans les villes de droite, enfin bref, voilà, ne parlons pas trop politique, mais et au final, non, en fait, même si la loi normalement demande aux établissements scolaires de se responsabiliser sur le sujet, ça n'est pas appliqué. Et parfois, certains établissements vont imposer aux profs d'SVT ou d'éducation civique de donner des cours. Donc l'idée est bonne, sauf que la personne qui s'en charge n'est pas à l'aise avec le sujet ou ne le maîtrise pas, et donc ça donne des cours catastrophiques avec des inepties racontées, mais surtout, en fait, il n'y a rien de pire que de parler de santé sexuelle à des ados et d'être très gêné d'en parler, parce que tout de suite l'info c'est que c'est tabou, en fait. Enfin, si la personne qui en parle est mal à l'aise, tout de suite on se dit qu'en fait c'est un sujet malaisant, alors qu'il devrait former des gens qui ont envie et qui auraient les connaissances nécessaires pour intervenir dans les établissements. D'ailleurs, c'est plus simple en fait de parler de sa sexualité à des gens qu'on connaît pas. Parce que de poser une question qu'on imagine un peu toujours bête, alors qu'en fait il n'y a pas de question bête évidemment, mais à quelqu'un qu'on sait qu'on verra pas, c'est moins grave que à ce prof qu'on va croiser encore 3 ans, quoi. Ouais, carrément. Donc j'espère qu'ils vont vraiment s'y coller, mais bon, c'est lent en tout cas. Oui, c'est lent, mais bon, voilà. Au pire, il y a les comptes Instagram comme le tien et bien d'autres. Oui, et d'ailleurs, j'allais rebondir là-dessus. Merci pour ce petit échange sur ces sujets-là qui sont hyper importants. Mais du coup, si vous voulez avoir plus d'infos sur tout ça et bien plus, allez sur le compte directement d'Edwige, puisque tu parles de plein de choses. Tes posts sont hyper qualitatifs en plus, donc c'est très agréable pour découvrir toutes ces infos. Le compte est vraiment bien tenu. Donc c'est vraiment top. Je sais que tu fais aussi des tutos sexo, des ateliers, des programmes nuit. Enfin, allez regarder tout ce qu'Edwige propose, c'est très très chouette. Edwige, merci infiniment en tout cas pour cet échange. C'était trop trop cool, mais je ne te libère pas tout de suite puisque nous avons 3 questions rituelles dans le podcast. Bon, c'est des questions moins rigolotes que de parler de cul, hein, mais mais du coup, ce sont des petites questions. Je te rassure, je sais parler de choses. Ah bon? Non, je rigole. Ça m'arrive. Donc, première question, est-ce que tu avais un rêve de petite fille? Alors, pas du tout. En fait, au vu de mon... Enfin, c'est le rêve le moins sexy de la Terre, mais en fait, au vu de mon enfance, c'est un peu compliqué. Quand on me demandait c'était quoi mon rêve, eh ben, j'ai qu'une seule réponse, c'était la sérénité. Voilà. Et moi, j'avais... C'est beau. Voilà, j'ai toujours répondu ça. Voilà, mon but dans la vie, c'est d'être sereine et de pas être parasitée par des choses un peu douloureuses. Donc, je pense que j'ai réussi. En tout cas,
sur le plan des émotions, parce que bon, on a tous et toutes des moments compliqués forcément, mais voilà, moi c'est tout ce que je voulais quand j'étais petite, c'est plus avoir cette vie rocambolesque et presque avoir rien à raconter. Voilà. Ok, en tout cas, je comprends. Du coup, vu l'histoire que tu as eue, l'enfance que tu as eue, je comprends tout à fait ce rêve de paix, de sérénité que tu pouvais désirer. Deuxième question, est-ce que tu as un mantra, une phrase qui te guide dans la vie ? Ah, en fait, il y a deux phrases que j'aime. Il y en a une qui est pas très positive. En fait, je dis souvent « dansons avant l'apocalypse ». J'adore. Parce qu'en fait, on sait pas de quoi demain sera fait, mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui, on sait que c'est pas réjouissant, ne serait-ce que sur le plan écologique, on va pas se marrer, et qu'en fait, en fait, ça permet de pas d'être dans l'instant présent et de pas tout le temps dans la projection de la suite, puisqu'on ne sait pas ce qui nous attend vraiment, donc autant danser maintenant. J'adore. Voilà, très cool. Parfait. Oui, et puis ça change un petit peu, tu vois, des phrases qu'on peut entendre, donc c'est cool, c'est très bien. Dernière question, Edwige, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie ? Du coup, c'est essayer, tant que faire se peut, de pas laisser la place, ou en tout cas le moins possible, aux diktats et aux injonctions et connaître ce qui nous nourrit, cette essence qu'on va mettre ou cette électricité, on sait pas, ou ce charbon, quoi, voilà, peu importe, mais dans notre train, quoi, pour qui nous nourrit vraiment en dehors de tous ces diktats et toutes ces injonctions, pour essayer d'avoir un espèce d'équilibre entre ne pas être trop marginal, parce que c'est très difficile et très très chronophage et autres, d'être trop à la marge, et en même temps pas trop dans le moule parce que du coup on s'écoute un peu et on se nourrit de ce qui nous anime. Donc c'est essayer de trouver le juste milieu entre ce qu'on attend de nous et ce qu'on est vraiment, quoi. Moi, je sais pas si c'est très clair. Ah, c'était très clair. Okay. C'était très clair et c'est très bien. Bravo. Je veux dire, bravo Edwige. Très bien. Bon, merci infiniment Edwige, c'était super cool de papoter avec toi. Ouais. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Je sais qu'un très beau projet t'attend. Je sais que tu ne peux pas trop en parler. Tu peux peut-être dire 2 mots, si tu veux, avant qu'on se quitte définitivement. Voilà. Non, c'est vrai que là, me tombe sur le coin du nez un gros projet auquel je ne m'attendais pas, mais voilà, je vais avoir la chance de travailler pour la première fois avec Netflix et je peux pas trop en dire, mais en tout cas de poursuivre ma mission d'éducation sexuelle avec eux. Donc voilà, fin septembre, vous en saurez plus, mais voilà, ça me nourrit, ça. Tu m'étonnes. Ça me fait avancer. Enfin, vraiment, ça me fait, tu vois, je souris, là, ça se voit pas, mais je suis très contente d'avoir été contactée par eux, et ça me... Incroyable. Ça me touche, parce que je me dis que ça veut dire que je fais pas trop de conneries, et qu'ils ont reconnu que j'étais capable, et donc voilà, vous en saurez plus rapidement, mais ça va être trop chouette. Trop bien. Eh bien, n'hésite surtout pas à leur parler des locomotives. Je plaisante. Mais en tout cas... Au prochain call, je commence le call. C'est clair. Non, en tout cas, je te souhaite beaucoup de succès, de passion, de bonheur. Je te souhaite le mieux, et c'était très très cool d'échanger avec toi, Edwige. Merci à toi pour de m'avoir donné cette espèce de parole. C'était hyper chouette. Tu vois, j'ai le sourire, et le soleil vient d'arriver, donc je sais qu'on va en avoir beaucoup. Donc c'est un signe. En tout cas, c'était super. Merci pour ton accueil, pour tes questions, pour ton écoute, pour ce moment. Merci beaucoup Edwige. Salut. Salut Sandra. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.